Bonjour à toutes et à tous. J'avais fait un petit sondage. C'était quand? La semaine dernière, je crois. Pour savoir ce dont les personnes qui suivent la chaîne ont le plus besoin, à savoir soit une vidéo sur comment gérer sa psychologie, comment mettre en œuvre des pratiques saines et donc avoir une psychologie saine sur les marchés, ou alors comment créer sa méthodologie. Et apparemment, c'est la méthode le plus demandée. Donc, aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. Journée de l'indépendance si vous êtes aux États-Unis. Et donc, on va en profiter pour faire cette vidéo. Je sais pas si elle va être courte, si elle va être longue. J'ai pas vraiment préparé quoi que ce soit. Je sais juste à peu près comment je vais vous présenter tout ça. Et du coup, voilà. Alors, par contre, je crois que sur OBS, alors attendez, je crois que avec l'écran. Voilà, ça doit être mieux. Donc, la méthodologie. C'est probablement la chose la plus importante à faire quand on traite sur les marchés, c'est de définir une méthodologie qui est claire, qui est inscrite sur le papier, qui fonctionne pour vous. Une méthodologie, c'est quelque chose qui vous correspond à 100%, qui n'est pas copié sur quelqu'un, qui est créé et développé à votre image pour vous. Et donc, on va commencer par déjà définir, je pense, qu'est-ce qu'une méthodologie. Alors, je vais ouvrir ça. L'important, c'est qu'on ait tous la même définition d'une méthodologie, parce qu'il y a des gens qui confondent stratégie et méthodologie. Donc, on va faire comme ça, méthodologie. Déjà, qu'est-ce que c'est la définition? Bon, alors attention, je ne sais pas tout. Je vais vous donner ma définition de la méthodologie. Peut-être que je vais oublier certaines choses. Peut-être que je ne vais pas être hyper clair à certains sujets. Je fais ça un peu comme je peux et comme je veux. Mais je vous partage en tout cas ma vision de la méthodologie, comment moi j'ai mis en place ma propre méthodologie et qu'est-ce qu'une méthodologie pour moi. Je sens que je vais dire beaucoup de fois ce mot dans cette vidéo. Donc, une méthodologie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, on va écrire, de facteurs, de règles, on peut dire de process dans le but d'intervenir sur les marchés. Sur un marché. Hop. Tac, ça on va le mettre en rouge. J'aurais essayé de faire un sympa quoi. Histoire que ce soit un peu plus clair. Donc, un ensemble de facteurs, de règles et de process pour intervenir sur les marchés. Quels sont ces facteurs, ces règles, ces process, etc. Je pense qu'en premier lieu, c'est pas spécialement le cœur, mais on va dire que c'est on va dire que c'est les piliers de la méthodologie, celles qui vont amener justement toutes les autres règles qu'on pourra retrouver derrière, toutes les autres process. Ça va être vos stratégies. Hop. Une stratégie, qu'est-ce que c'est? C'est des setups. Ça, c'est vraiment le cœur. Vos setups sont le cœur de votre méthodologie. Parce que sans setup, il n'y a pas spécialement d'intervention sur les marchés. Des règles pour appliquer ces setups.
de manière, je dirais, EV+, avec une expected value positive. Et des conditions qui seraient propres, conditions propres. Comment on pourrait écrire ça? Conditions propres aux stratégies. Je vais expliquer bien évidemment tout en détail tout, juste après. Là, pour l'instant, j'essaie juste de mettre une définition un peu détaillée sur ce qu'est une méthodologie et qui la constitue. Tac. Ensuite, bien évidemment, une méthodologie, ça comprend une des choses qui est fondamentale également, c'est le money management. Un money management, ça comprend quoi? Ça comprend des pare-feux, un pare-feu, on va de pare-feu. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je vais détailler juste après. Ça comprend également des stratégies. Comment est-ce que on va adapter son money management de manière stratégique au marché, en fonction des conditions, en fonction de certains paramètres, en fonction de la macroéconomie, etc., etc. Tac. Donc, money management, stratégie, des règles, comme on a dit, une liste de règles. Alors, ces règles-là, on va avoir deux listes de règles. Je dirais que moi, personnellement, j'ai des règles d'or, des règles qui sont immuables, on ne change jamais, tout simplement. Parce que c'est des règles fondatrices, en fait, tout simplement, qui nous correspondent personnellement et qui agissent comme de cadenas, de loquet pour justement ne pas basculer dans du gambling, dans des craquages, dans justement des actions qui pourraient être relatives à ce que ferait un débutant, etc. etc. Et des règles temporaires, comme le métier de trader, c'est un métier où l'adaptabilité est reine. Avoir des règles temporaires, c'est normal. Cela va de soi. Encore une fois, je vais détailler un peu plus. Et tac, ça on va le mettre comme ça. Et le plus important de tous, c'est celui qui va garantir votre régularité et qui va vous permettre justement d'être relativement, comment on dit en français, consistant. Consistant, on va dire en français, consistency, je ne sais plus. Mais du coup, c'est le psychomanagement et c'est là où globalement tout le monde est perdu et tout le monde fait n'importe quoi et la plupart des personnes n'ont pas de psychomanagement dans le. Et ce qui fait que il y a 99% des personnes qui perdent de l'argent. Et hop. Et c'est probablement le point que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo vont ignorer, puisque statistiquement c'est le point qui est ignoré par tous autour de moi. C'est assez hallucinant à quel point les gens n'ont rien à battre de la psycho. Tout le monde dit c'est encore une fois à cause de la psycho, il faut gérer la psycho, il faut savoir contrôler ses émotions, alors qu'on ne contrôle pas ses émotions. Et c'est dans l'esprit de tout le monde, mais personne n'en s'en occupe. C'est un peu Voldemort, quoi. Tout le monde sait qu'il existe, mais personne ne veut en parler. Et donc, dans le psychomanagement, on va avoir des stratégies psychologiques et éventuellement des pare-feux. Un peu plus flou les pare-feux dits comme ça, mais pour l'instant, je vais essayer comme ça. Peut-être que je vais récupérer. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Pour moi, globalement, c'est les quatre piliers d'une méthodologie: stratégie, money management, des règles, en particulier des règles d'or immuables, et psycho-management, mindset. Est-ce que, je suis en train de réfléchir, je vais peut-être... On pourrait rajouter aussi dans une méthodologie, mais ça c'est un peu plus poussé. On pourrait rajouter un onglet annexe avec les techniques, parce que ça fait vraiment partie, ça fait vraiment partie d'une méthodologie, c'est les techniques. Bien qu'on pourrait le catégoriser dans stratégie, mais faut pas confondre les deux, quoi. Mais globalement, je pense que je vais le mettre dans stratégie, les techniques. Hop, comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par technique? Je vais le détailler, je pense. Après, je pense. Donc, globalement, je pense que les choses sont, pour l'instant, assez claires pour tout le monde. Dans le sens où on a le détail grossier de ce qu'est une méthodologie. Donc la question maintenant fatidique qui va répondre à... Pardon, je me suis perdu. La question fatidique, c'est plutôt comment est-ce qu'on crée sa méthodologie. Du coup, je pense que je vais faire un truc à côté. Pour moi, on va partir du cœur, tout simplement. Je pense que c'est le plus simple, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les stratégies, en particulier les setups, vont fixer les règles du money management, créer nos règles temporaires et potentiellement des règles d'or, et vont également aussi nous permettre soit d'adapter notre psychomanagement, soit on va adapter nos setups enfin plutôt pas nos setups, mais plutôt nos stratégies à notre psychomanagement. Et je pense que c'est d'ailleurs le plus efficient. Mais plus simplement, vous allez commencer par vos setups. Parce que c'est globalement la petite graine qui va faire ensuite pousser tout cet arbre-là. Et à développer toutes les racines ensuite. Et donc je vais vous donner un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte de méthodologie très brève. Mais c'est pour vous, ce sera pour vous guider, pour vous aider, vous ensuite chez vous, créer votre propre méthodologie. Bien évidemment, ce sera probablement plus complet chez vous. Mais donc voilà, c'est juste à titre d'exemple. Je pense que je vais pas chercher à être très précis, juste c'est pour vous guider. Donc, imaginons... hop, on va faire ça. Stratégie, donc on a dit que ça contenait des setups, des règles pour appliquer ces setups de manière des plus, les conditions propres aux stratégies. Donc on va commencer par les setups. Imaginons qu'on fasse une méthodologie qui soit axée sur un seul setup, et ce setup-là, c'est l'intervention sur les extrêmes de volume profile. Ouais, on va faire ça. Extrême de VP. Volume profile. Donc, il nous faut des conditions. Hop, là, je suis désolé, mais pour info, je suis dyspraxique au clavier, donc rien du genre si je bug ou j'écris n'importe comment, mais je galère toujours avec un clavier. Donc nos conditions pour ce setup. Marcher sur les extrêmes de volume profile. On peut dire que ce sera pour la session donc volume profile de session Globex. Daily
-1. Globalement, on va dire que ça suffit. On va pas chercher à détailler, ça va pas servir à grand chose pour l'instant. Je vais me remettre en petit. Ensuite, ce qu'il nous faut, du coup, c'est globalement une absorption. Peut-être que si je... un peu mieux. Voilà. Donc une absorption sur les extrêmes. Avec un comeback des acheteurs-vendeurs, ça dépend bien évidemment où on se situe. On peut faire une entrée, on va partir, imaginons que ce soit sur le S, un VP, ES, only, une entrée à 4 ticks près, on s'autorise, donc à chasser le prix à 4 ticks. 4 ticks près. On va définir nos ratios, puisque ça c'est un truc qui est important à faire. C'est quelque chose qui ne doit pas être fait à la légère, c'est que vous devez absolument avoir de la data à ce niveau-là. Ça va vous permettre de définir du coup vos ratios et à côté à quel point vous allez pouvoir être agressif en termes de risk management, money management. Ça va définir également potentiellement si vous avez une stratégie qui est en mono setup, ça va vous définir en fait votre daily loss sur la journée en fonction de ce que vous allez vouloir faire, etc., etc. Et donc par exemple on va dire que sur ce setup là, moi je sais plus, mais je crois que je fais du 1 pour 4 ou 1 pour 3, je sais plus, on va mettre 1 pour 4. Donc on risque 1, on gagne 4 et on a une rate sur ce setup là de 40. Je vais essayer d'un peu plus rapide. Et ensuite, on va définir ensemble des conditions optimales et des conditions qui sont à éviter, qui sont rédhibitoires, dans lesquelles on ne va pas justement appliquer notre setup. Donc, une condition optimale pour un setup d'extrême volume profile, je dirais que ce serait globalement les side week, side day. Globalement, les journées qui respectent le volume profile de la semaine passée ou du volume profile de la veille. Donc on va être globalement dans du range. Forcément, si on veut intervenir sur les extrêmes, nous ce qu'on ne veut pas, c'est des breakouts. Et des conditions à éviter, c'est trade week, des marchés de tendance. Et donc voilà, globalement, on a défini un peu notre setup. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus complexe que ça. Là, on a défini brièvement des conditions, mais il faudrait rajouter des exemples en vidéo pour que vous puissiez, au cas où vous replonger, vous ayez une période de peut-être une période de doute, manque de confiance en vos setups, etc. Et vous puissiez vous replonger dans le vif du sujet avec peut-être des captures d'écran, des vidéos, des exemples que vous avez fait, etc. Hop. Voilà. Donc, on a défini notre setup. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est définir les règles de ce setup. Je vais y arriver. Donc ça peut être, par exemple, faire comme ça.
Je vais y arriver, c'est incroyable. Ne jamais chasser le prix sur plus de 4 ticks. Ça peut être des règles de break-even par exemple. BE la position après draw-up de 5 ticks. Bah, si le marché va 5 ticks dans votre sens, vous mettez BE votre position. Après, bien évidemment, ça c'est vraiment c'est pas un conseil du tout que je donne ici, c'est juste un exemple de règle potentielle. Ça peut être trading stop permanent. Donc globalement, à partir du moment où le marché fait 5 ticks, fait plus 5 ticks, up d'un tick. À partir du moment où le marché fait plus 5 ticks, il va augmenter, lever votre stop et va passer à moins 4 ticks, puis ensuite à moins 3 quand il sera à plus 6, moins 2 quand il sera à plus 7, etc., etc. Ça va toujours maintenir une différence de 5 ticks entre votre stop et le prix. Ça peut être également des règles de scaling. Ça c'est un peu plus avancé, mais ça peut être une règle. Obligation de scaling si marché volatile et faiblesse acheteur quand on est short et faiblesse vendeur quand on est long. Donc, quand je parle de faiblesse vendeur et faiblesse acheteur, c'est acheteuse, c'est globalement on voit des acheteurs qui commencent à rentrer, enfin qui rentrent tout simplement, voire même parfois des gros acheteurs qui rentrent, et on voit que le marché ne monte plus et il ne fait que descendre. Donc ça c'est vraiment le signe d'une faiblesse acheteuse. Et donc ça peut inciter à scaling dans ce marché. Donc je vais pas plus détailler que ça, vous avez compris le principe. Ces règles-là, il faut les trouver par rapport à vos setups, par rapport à ce que vous estimez être le mieux de faire au niveau mathématique, et, en termes d'exécution, en termes de ce que aussi votre psychologie vous permet de faire. Tout simplement, si vous êtes très mauvais quand vous êtes en position, pour gérer vos trades, justement poser cette règle de mettre un trading stop et ne plus y toucher et laisser juste le marché faire ce qu'il a à faire, et ensuite ce qui se passe c'est tout simplement entre guillemets évidemment au petit bonheur la chance. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Ça peut être aussi très intéressant de se poser ça comme règle. Donc on a nos setups. Je vais pas parler de technique ici, parce que je pense que ça va pas servir à grand chose. On va juste finir la dernière chose pour notre stratégie, conditions propres aux stratégies. Ça c'est une des choses les plus importantes. Alors attendez, je reviens en seconde. C'est l'une des choses les plus importantes, c'est de comprendre que vos setups ne sont pas des stratégies. Setups sont des setups, des configurations de marché, des patterns qui ont potentiellement une V qui est positive. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que vos setups arrivent sur les marchés qu'il faut les appliquer. En premier lieu, il doit y avoir ce loquet, qui sont les conditions propres à la bonne exécution de vos setups, qui doivent être valides, donc qui doivent être présents. On va donner quelque chose de très concret ici pour ce setup-là, cette stratégie-là. C'est globalement, ici, si
on est dans une dynamique de range. C'est valide. On va chercher à appliquer notre setup d'extreme volume profile sur la journée précédente, la session Globex de la journée, la session Globex de la veille, peu importe, faites ce que vous voulez. Mais globalement, ici, nos conditions, ça va être d'avoir cette dynamique de range. Et justement, à partir du moment où on va se retrouver dans des marchés, typiquement comme ce qu'on a eu les dernières semaines, où on va avoir énormément de breakout, on va avoir très souvent des continuations. Là, si on peut voir ça sur vous voyez, dans ce genre de marché, même s'il y a très certainement des trades d'extrême volume profile qui devaient fonctionner, on est sur des marchés qui sont très haussiers et qui sont du coup en tendance et qui font que on aura très probablement un très faible taux de succès sur ce genre de setup. Même si, encore une fois, si on va chercher ici petite fluctuation, ça reste adaptable, on peut adapter son setup, ou globalement, de manière générale, intervenir sur les extrêmes, ça reste quelque chose qui potentiellement peut être assez intéressant, puisque on va rarement faire un breakout directement. On va toujours venir chercher les plus hauts, tâter le terrain, voir s'il y a des vendeurs qui sont présents, s'il est possible de passer, etc. etc. Puis aussi, bien évidemment, les vendeurs vont venir tâter le terrain eux aussi, exactement comme nous ce qu'on fait, hein, c'est on prend une position, si on se fait stop, on commence à être un peu plus prudent. Et puis aussi, on va analyser ce qui se passe dans l'order flow, donc s'il y a énormément d'acheteurs et tout, etc. Si on a ce bouillonnement sur les plus hauts, il n'est pas normal d'avoir justement cette dynamique-là en termes d'order flow, donc ne va pas utiliser ce setup-là. Mais ici, on est en train de créer une méthodologie mono setup, donc on va partir du principe que on peut quasiment tout le temps appliquer ce setup-là en scalping. Mais du coup, ça voudrait dire ici qu'il y aurait des jours où on ne traderait pas. C'est aussi une règle potentielle qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, on a défini notre stratégie d'intervention avec notre setup, les règles qui sont propres à ce setup et les conditions indispensables pour pouvoir l'appliquer de manière EV+. Ensuite, chose très importante, le money management. Maintenant qu'on a nos statistiques, qu'on a notre Excel avec des centaines et des centaines d'exemples, qu'on a donc notre ratio, etc., on va pouvoir définir notre money management, que ce soit notre daily loss, notre daily week, notre weekly loss, pardon, ou notre risque, tout simplement, que l'on va prendre. La première chose à fixer, je pense, c'est la daily loss, c'est une des choses les plus importantes. Je pense que la daily loss, ça doit être quelque chose qui doit être adapté à la fois à votre psycho, à la fois à votre setup et à la fois à votre compte. C'est un mélange de plusieurs choses. Mais ici, on va essayer de rester assez simple. On va partir du principe qu'on a un capital de 30 000 $ sur les futurs et qu'on veut trader un mini ES et qu'on souhaite, avec ce capital de 30 000 $, ne risquer pas plus de 300 $. Donc 1%. Bien que la règle des 1%, etc., c'est un truc qui est très relatif à certaines stratégies d'investissement et
c'est un truc qui est assez commun, c'est pas fait exprès globalement que je prends 1%, mais c'est globalement comment moi je le verrai. Après, bien évidemment, ça peut être 600, ça peut être 1000, ça dépendra justement de votre psychologie, de votre dépendance au risque, mais surtout votre capacité à extraire de la valeur des marchés. Globalement, si psychologiquement, quand vous vous retrouvez aux alentours des 150 $, 200 $, vous vous arrêtez. Globalement, avoir une daily loss à 200 $, 150 $, ça serait une bonne chose. Puisque globalement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une daily loss qui est à la hauteur de ce que vous êtes capable de chercher par jour, en termes d'extraction de valeur. Et il est important justement de respecter ça, puisque ça va vous permettre sur le long terme d'avoir une psychologie qui reste globalement saine. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, je crois, mais globalement, à partir du moment où vous avez une daily loss qui est par exemple 2 fois supérieure à ce que vous êtes capable d'extraire par jour, quand vous allez avoir une daily loss par exemple, le lundi vous faites plus 300, mardi vous faites votre daily loss 2 fois supérieure à ce que vous allez chercher qui est à 600, à moins 600 du coup, ça va être très dur psychologiquement le lendemain, ça va créer une urgence, vous allez devoir inconsciemment et consciemment, vous allez potentiellement vous mettre dans une dynamique d'urgence, de rattraper la perte de la veille. Ça va vous mettre en tête une sorte d'idée que c'est insurmontable. Alors après, ça dépend des individus, c'est toujours la même chose, bien évidemment, mais la plupart des gens, j'ai l'impression que ça leur met vraiment un coup au moral, et du coup, vous allez potentiellement soit baisser les bras et faire n'importe quoi, faire de mauvaises choses et être trop fataliste, soit vous allez être trop agressif, vous allez potentiellement augmenter votre exposition, vous allez potentiellement prendre des trades de manière trop agressive que vous n'aurez jamais pris en conditions normales, et donc en réalité, voilà, tout ça crée un environnement psychologique qui est pas sain. Alors que si le lundi vous faites plus 300, le mardi vous faites moins 300, globalement, votre semaine est BE, le lendemain, il y a encore tout à faire, vous allez partir optimiste en vous disant que sur cette semaine, encore tout est possible, et globalement, vous allez avoir une psychologie qui est saine, et c'est le plus important pour appliquer correctement ce qu'il y a ici. Donc, on va partir, exemple, sur cette daily loss. Avec un i, pardon. Daily loss, 250 $. Et on va faire plutôt comme ça. Ça, c'est votre pare-feu, simplement. Ce qui va vous empêcher de continuer dans cette dynamique où si globalement vous arrivez à daily loss, c'est peut-être, pas tout le temps, mais c'est peut-être que vous êtes arrivé à un point où vous prenez de très mauvaises décisions, et ça va justement vous empêcher de continuer vos mauvaises décisions et du coup protéger votre capital. Et donc en pare-feu, on peut avoir du coup cette daily loss automatique de 250 $, frais compris, FC, frais compris, que vous allez pouvoir fixer. Donc ça dépend chez quel broker vous êtes, mais tous les brokers ne le font pas, mais je crois que Rithmic, il y a une daily loss sur Rithmic, possible, il y a une daily loss sur Tradeovate, il y a un très bon risk manager sur Tradeovate, c'est vraiment très bien. Et vous allez définir une weekly loss également, potentiellement, que vous vous dites, si vous faites 3 jours perdants dans la semaine, globalement, il faudrait éviter de continuer à trader, puisqu'il y a un problème psycho, il y a un problème technique, il y a peut-être une mauvaise adaptation au marché, et donc tout simplement, vous allez fixer une daily loss, une weekly loss à 750 $,
frais compris. J'avais dit 300 d'ailleurs tout à l'heure, mais peu importe, c'est pour l'exemple. Donc, money management, on a notre pare-feu plus important, c'est Dailylos. Ensuite, nos stratégies. Ici, ça va être un point qui va être relativement important aussi, puisque votre money management, il va aussi évoluer en fonction de la volatilité, par exemple. La dynamique, des conditions de marché, de la liquidité qui est disponible, etc., etc. Mais ici, je vais rester simple, on va juste partir du principe qu'on va essayer de s'adapter stratégiquement à la volatilité. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a un ratio de 1 pour 4. On a une daily loss de 250 $. Ce qu'on aimerait, c'est globalement passer à peu près à 4, 5 et 6 trades par jour, on va dire 5, enfin une moyenne, on va dire 5 trades par jour, qui nous laisse à la fois un nombre d'opportunités potentielles élevé et nous empêche potentiellement d'overtrader et surtout d'accumuler des frais, sachant qu'en scalping, c'est la chose la plus dommageable, c'est ces saloperies de frais, et quand ils sont trop élevés, ça peut vous fumer la moitié de la journée quand vous overtradez. Donc ça peut être très intéressant de justement se limiter à 5 trades. Donc 250 $ de daily loss, frais compris, on va faire ça très simplement. Ça veut dire que globalement vous avez le droit à 50 $ de perte par trade. Vous estimez que en ce moment avec la volatilité, par exemple sur on va faire ça comme ça. Imaginons que sur le S, si ATR, donc l'ATR ça sert à mesurer la volatilité de votre actif préféré, si ATR supérieur à 8 en 5 minutes, je dis ça parce que moi c'est ma référence, si l'ATR en 5 minutes c'est ma référence pour mesurer la volatilité sur le S. Si l'ATR est supérieur à 8 en 5 minutes, stop optimal de, on va dire, CITIC. Ouais. ATR supérieur à 8, c'est vrai que si l'ATR est à 16, globalement, on va dire compris entre... faudrait faire ça comme ça, compris entre 8 et 12, stop optimal de CITIC pour ce setup. Donc, étant donné qu'on a un ratio de 1 pour 4, qu'on a une daily loss de 250, c'est tout simple. On sait qu'on veut prendre 50 $ maximum par trade. Donc on fait 50 $ divisé par nos CITIC, c'est à peu près 8. Donc ça fait ces 8, on va les diviser également par le tick en micro, donc 1,25. Et globalement, ça va nous donner notre exposition max en termes de micro-lot, puisque ici, ce sera évidemment micro-lot, puisqu'on est à 250 $. Et ce qui devrait faire à peu près dans les 6 micros, un truc comme ça. 50 par 6, 8, 3, divisé par 1,25, ce qui fait à peu près 6 micros. Donc, notre condition, c'est si ATR comprend entre 8 et 12, on a un stop optimal à 6 ticks, ce qui fait qu'on va avoir donc exposition max de 6 micros. Ensuite, on peut aussi mettre une autre définition, une autre
conditions si ATR y compris entre 4 et 8, stop optimal de 4 ticks, etc. etc. Et ensuite, on peut définir également notre exposition max dans le cadre d'un scale. Pour scale. Et que vous allez adapter du coup à votre money management. Et ça va être aussi potentiellement adaptable à vos gains en cours. Imaginons que vous soyez en positif de, je sais pas, $150. Donc vous allez dire, potentiellement avec ces $150, j'ai le potentiel d'être un peu plus agressif et de me permettre de monter par 1,5 ou de doubler mon exposition. Donc, en ce qui concerne les stratégies, voilà, c'est les conditions stratégiques dans lesquelles on va faire en sorte d'adapter au mieux son exposition au marché en fonction de la volatilité, puisque forcément il y a des journées qui seront très volatiles, il faudra passer de 1 mini à 5 micros, ou peut-être passer de 1 mini à 2 mini, etc. etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, on peut rajouter également dans notre money management, imaginons si on a une daily win, si on se met une daily win, je pose la question, si oui, combien? Pour protéger son capital éventuellement. Weekly win également, est-ce qu'on a une weekly win? On peut se fixer aussi des conditions comme, par exemple, est-ce que je double mon exposition? Bien évidemment, c'est à partir du moment où on se pose ces questions, on est capable de doubler son exposition. Si par exemple, vous n'êtes vraiment pas du tout à l'aise avec un mini, et que vous êtes à l'aise avec 5 micros, il va être hors de question de doubler son exposition, mais là plutôt d'augmenter de peut-être, je sais pas, 1, 2, 3 micros. Est-ce que je double par exemple mon expo si j'atteins la weekly win? Par exemple, si vous atteignez votre weekly win le mercredi, ça peut être une bonne chose entre guillemets d'être un peu plus agressif et de continuer sur cette bonne lancée en modifiant votre exposition, en la doublant, bien évidemment en faisant ça avec intelligence et parcimonie, ne pas être trop agressif, etc. Ne pas mettre votre psychologie en PLS à cause d'une exposition trop importante. Donc voilà, on a fait notre money management. Ensuite, on va définir nos règles. Là, je vais être assez bref parce que ça dépend de chacun, mais je vais vous donner rapidement des exemples. Donc on a nos règles d'or. Les règles d'or, c'est celles qui vont vraiment vous protéger, qui vont être propres à vous-même, qui vont vous permettre d'avoir un cadre sur lequel intervenir ou ne pas intervenir de manière générale. Exemple de règles d'or. Je ne traite jamais, j'ai n'importe quoi, mais après une nuit blanche. Je ne trade jamais la session européenne. Je ne retire jamais mon stop. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?
pourrait être aussi des horaires de trading. Si vous êtes par exemple, vous savez qu'après 16 heures vous êtes lessivé et que vous êtes mauvais, vous avez très mauvais résultats en termes de statistiques après la première demi-heure de l'Open, je ne trade jamais après 16 heures. Si vous êtes en France, bien évidemment, sur le même fuseau horaire. Ça peut être également toujours faire 10 minutes de méditation avant séance, toujours avoir bu de l'eau avant séance, etc., d'être hydraté. Il y a plein de règles comme ça à respecter. Bien évidemment, ça peut faire beaucoup. Peut-être que si vous êtes débutant et vous commencez à vous imposer ce genre de règles pour justement vous garantir d'être dans la meilleure forme possible et de trader dans les meilleures conditions, celles qui sont le plus propices à votre performance. Ça peut faire beaucoup à respecter, mais au fur et à mesure, ça vient naturellement, ça devient des habitudes. C'est comme se brosser les dents. Et c'est des choses à ne pas négliger. Évidemment, c'est ce que vous allez respecter en permanence et vous ne traderez jamais sans avoir fait tout ça. Par exemple, ça peut être également, bien évidemment, avoir fait ma prep complète. Donc, votre préparation, demi-heure, 1 heure avant les marchés. On n'intervient pas sans avoir les idées claires sur ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé la semaine dernière, sur les potentielles annonces économiques qu'il va y avoir, etc. J'avais dit que je serais bref, finalement je ne le suis pas spécialement. Et ensuite, des règles temporaire, ça peut être par exemple une règle que vous allez pouvoir transgresser à l'avenir, mais qui en ce moment est une règle importante. Il faut respecter, c'est ne pas trader par exemple les 15 premières minutes de l'Open. Parce que en ce moment, l'Open n'est pas propice à votre performance, à vos setups, etc. Ça peut être tout simplement éviter la session pré-market. Si vous avez l'habitude de trader le pré-market et que d'un coup le pré-market ne se plie plus à une bonne performance de votre part, en ce moment vous vous dites ok, j'évite la session pré-market, je ne fais que l'observer jusqu'à que j'observe une bonification des conditions de marché, etc. C'est des règles qui du coup que vous allez adapter tout au long de l'année pour justement en fait vous adapter en permanence à ce qu'il se passe sur les marchés, puisqu'il y a des fois où les 30 premières minutes de l'Open, ça va être une machine à cash pour vous, et d'autres fois, ça va être une catastrophe, et vous n'allez rien y comprendre, donc en fait, ça va vous permettre de cadrer votre intervention. Donc voilà, mais les règles d'or, en tout cas, c'est le plus important, il faut absolument les mettre. Et bien évidemment, tout ceci n'est que des exemples, et d'ailleurs j'ai mis des choses assez... Donc on a défini nos stratégies, notre money management, notre règle, il reste le psycho-management. Psycho-management, c'est quelque chose, surtout si vous êtes débutant, ou vous avez en démo, pas quelque chose qui va vous parler, voire même pas du tout si vous êtes en démo. Très peu en tout cas. Mais c'est quelque chose qui va à un moment donné devenir indispensable, puisque vous êtes une machine, il y a des émotions, et ces émotions peuvent interférer avec votre perception et votre objectivité, et à partir du moment où il y a des émotions dans l'objectivité,
il n'y a plus d'objectivité. Et il y a des biais qui commencent à arriver, et à partir du moment où vous êtes biaisé sur un marché, bien comprendre, c'est que vous perdez toutes vos capacités. C'est ça qui est très important de comprendre, c'est que vous avez beau être un trader incroyable qui comprend, qui pourrait se dire qu'il sait des fois quand le marché va bouger dans tel sens et dans l'autre, qui a une excellente capacité d'exécution de ses setups. À partir du moment où vous êtes subjectif à cause de votre émotion, parce que vous êtes en léger tilt, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes triste, parce que vous êtes surexcité, parce que vous avez trop de confiance ou pas assez, vous perdez la moitié, voire 80 ou 90% de vos capacités. Et vous allez faire en fait tout simplement tout l'inverse de ce que vous devriez faire. Et c'est à ce moment-là où vous serez juste une catastrophe, vous serez votre pire ennemi. Et donc c'est pour ça qu'il est très important de travailler sa psycho plus que ses stratégies, puisque normalement ça prend maximum 1 mois à mettre en place, alors que la psycho ça prend plusieurs mois, voire des années pour se changer pour certains. Puisque vous êtes vous tradez de la manière dont vous êtes dans la vraie vie. En fait, votre personnalité est amenée sur les marchés. Et imaginons que vous soyez quelqu'un comme moi qui naturellement tilte facilement. Je suis quelqu'un qui a un gros esprit de compétition, qui aime bien quand ça va vite, quand ça marche vite. J'aime bien quand tout est en place, en ordre, que tout est carré. Et par exemple, ce qui, moi, personnellement, peut me faire tilter rapidement, ce qui, en tout cas, me faisait vraiment tilter avant, maintenant, c'est quelque chose que j'arrive relativement à gérer, ou en tout cas, je n'empêche pas les choses d'arriver, le tilt d'arriver. Par contre, je sais comment me comporter quand le tilt arrive. Mais quelque chose qui, par exemple, moi, me fait énormément tilter, c'est quand j'ai des problèmes d'exécution à cause, donc soit de ma plateforme, soit à cause de mon broker, ou alors que je me fais pas exécuter à un tick près, que ce soit un TP ou à la limite, en général, c'est plus un TP. Mais ça, c'est un truc qui avant me faisait énormément tilter. Maintenant, c'est quelque chose avec lequel je suis relativement serein, puisque être exécuté sur les marchés, en réalité, c'est plutôt un bon signe. Mais avant, c'est vrai que ça me poussait très rapidement au tilt. Et je suis comme ça dans ma vie, en général. C'est quelque chose que je tiens de mon père. Mon père était quelqu'un je sais pas pourquoi je parle au passé, quelqu'un de très colérique, il l'est toujours, et qui du coup m'a inculqué ça, et je suis du coup quelqu'un qui avant s'énervait très 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 rapidement. Et grâce au trading, j'ai pu améliorer ça. Et c'est passé en fait tout simplement par une remise en question, une observation de mes comportements. Et j'ai d'abord changé mon attitude et ma psychologie dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien, pour pouvoir voir une évolution dans mon trading. C'est pas on change des choses dans le trading et potentiellement ensuite ça va avoir une influence sur notre quotidien. On essaye d'abord de changer profondément qui l'on est au fond, à partir du moment où bien évidemment c'est un problème pour le trading. Donc, psychomanagement, on va avoir des stratégies. Je vais vous donner des exemples de stratégies en termes de psychomanagement, mais ça va être par exemple, imaginons que vous fassiez votre session, on est lundi, le marché ouvre, 15h30, vous commencez à trader à 15h40, premier setup ne fonctionne pas, deuxième setup ne fonctionne pas, troisième setup, vous faites une erreur technique, quatrième setup, vous reprenez un stop, rien ne va dans votre sens, vous êtes relativement tilté, vous arrivez en plus de ça à daily loss, il est 15h50, vous avez tradé 10 minutes, vous êtes déjà à daily loss, ça peut arriver en vrai. Donc c'est très rapide.
Et là, vous êtes en colère, non seulement, et surtout frustré, non seulement parce que vous avez loupé votre journée, donc vous avez loupé votre session, vous avez loupé votre journée, puisque vous êtes arrivé à Délilos, donc vous n'aurez pas l'occasion de retraîner ensuite vers 16h30 ou potentiellement à la close vers 21h30 pour ceux qui aiment faire la close, parce que c'est une bonne période également. Donc vous êtes frustré pour ça, mais en plus de ça, vous ne pouvez plus continuer à traiter puisque votre compte est bloqué, et donc ça accumule de la frustration. Donc stratégie, à partir du moment où vous êtes en Délilos, vous switchez immédiatement en démo, tout simplement pour continuer à prendre vos setups, continuer à vous entraîner et pouvoir faire en sorte de prendre le temps d'évacuer un peu cette frustration, de ne pas pouvoir continuer à être actif en fait sur les marchés, puisqu'il y a aussi un plaisir qui est, en tout cas pour moi, il y a un plaisir qui est concret, c'est de tout simplement réfléchir, analyser et agir, prendre ses setups, et tout simplement être actif sur ces marchés-là. Et donc passer en démo, ça va vous permettre de continuer à trader, de reprendre des choses un peu plus, un peu plus à froid, avec moins d'enjeux, continuer à reprendre vos setups, etc., etc. Donc de faire descendre cette frustration, puisque il est possible que vous ayez du mal, à partir du moment où vous êtes pris votre Délilos, à quitter les écrans immédiatement. Et dans ce cas-là, il serait dramatique de ne pas faire ça, puisque potentiellement vous auriez envie de continuer à traîner. Et donc ce que vous feriez, c'est passer au-delà de la Délilos. Peut-être si vous avez mis une Délilos automatique, allez l'enlever. Donc contactez votre broker, ou aller sur le site de votre broker et pour pouvoir déparamétrer désactiver cette Délilos, etc., etc. Donc ça peut être une stratégie de switcher immédiatement en démo. Moi je le faisais au début quand j'étais justement frustré de ne pas pouvoir continuer à m'entraîner, quand je tradais des comptes propres firmes, puisque ça m'arrivait par moment d'arriver très rapidement à Délilos, parce que je faisais tout simplement n'importe quoi, ou juste que j'avais une accumulation de setup qui n'ont pas. Et je me suis rendu compte en fait que ça permettait de rapidement descendre la frustration, et que c'était vraiment un outil très intéressant. Donc voilà, première stratégie potentielle en termes de psycho-management. La question aussi qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va agir quand la colère va monter? Comment est-ce qu'on va agir quand on va prendre 3 pertes d'affilée, par exemple? Comment est-ce qu'on va agir quand on va avoir surconfiance en nous? Et tout va super bien fonctionner, on va enchaîner 4, 5, 6, 7 trades gagnants d'affilée. Et c'est là où justement ça rentre dans le psychomanagement, c'est que à partir de ce moment-là où on va avoir de l'euphorie ou de la frustration ou du désespoir, c'est à ce moment-là où il faut faire de la prophylaxie, il faut faire de la prévention, et il faut justement avoir des loquets, des leviers sur lesquels, des choses sur lesquelles agir pour pouvoir justement prévenir d'un éventuel craquage ou d'une mauvaise passe qu'on pourrait avoir à cause du fait tout simplement qu'on soit en surconfiance. Si certains l'ont déjà expérimenté, quand vous êtes en surconfiance, tout simplement vous allez commencer à être un peu plus laxiste sur vos setups, un peu plus laxiste sur vos entrées, puisque votre esprit va croire que c'est facile, et du coup sa vigilance va largement diminuer, et vous allez commencer à avoir de mauvaises entrées. Donc si par exemple 3 trades perdants d'affilée, je dis 3, ça peut être 5, ça peut être 2, ça peut être 1, peu importe, faites comme vous voulez. Pause obligatoire de 5 minutes minimum,
Oui. Euh, Si tilt, moi c'est ce que je fais. Dès que je sens le tilt monter, pause, écran éteint, café. Je vais me faire un café. Dès que je commence à sentir le tilt monter, je fais une pause, j'éteins mon écran et je vais me faire un café. Ce qui est relativement efficace parce que ça permet en fait de 3 minutes après, on revient sur les écrans et on est relativement frais. Et si, en général, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que si, en revenant, premier ordre, passer, stopper, c'est égal à l'arrêt de la session. Parce que à partir du moment où je reviens, donc j'étais tilté, je reviens, je suis calme, et que je me refais stopper, là je sais que c'est encore une fois un facteur qui va favoriser l'accumulation de frustration et du coup va me mener à peut-être potentiellement une ébullition et à justement encore plus de tilt et là du coup un potentiel craquage où on va très rapidement faire n'importe quoi. Le secret dans la gestion de sa psychologie, c'est globalement de toujours faire de la prophylaxie. Donc prévenir les maux, prévenir les maladies et globalement être à l'écoute de ses émotions. Par exemple, on peut avoir également si trade gagnant d'affilée égale pause devant les écrans, donc on reste devant les écrans, mais on se force à se poser. Potentiellement, on lâche la souris, on passe vraiment en mode observation. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une mise au point graphique. On va regarder ce qui s'est passé juste avant. Potentiellement, est-ce qu'on est sur des niveaux techniques potentiels intéressants à venir, des niveaux market profile, où est-ce qu'on est, quel est notre sentiment. On fait un bref bilan, ça va nous permettre en fait de se calmer, de canaliser cet excès de confiance et de revenir, ok, c'est bon, c'est bien passé, c'est super, on a conscience de ça, ça a été entre guillemets facile jusqu'à maintenant, il faut rester sur ses gardes, ça permet par exemple de faire un petit break, on redescend un peu l'euphorie et du coup on regagne en lucidité, on regagne en objectivité. Donc ça c'est des stratégies de psycho-management, il y en a plein et encore une fois tout dépend de vous, de comment vous intervenez sur les marchés, à quelle fréquence et en fait quels sont vos défauts les plus importants lorsque vous tradez. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mettre en place des automatismes, des règles et justement des loquets pour prévenir les potentielles phases de craquage. Et j'avais mis pare-feu aussi. Ouais, pare-feu c'était un peu pas spécialement le bon terme. Mais pare-feu ça pourrait être des règles de psychologie, de prévention de mauvaise psychologie. Je vais mettre règles pare-feu. Tout simplement si vous êtes émotionnellement instable en ce moment, ça peut être à cause de conditions familiales, mauvaise situation de couple, deuil récent, ça peut être également une accumulation émotionnelle due au trading
la frustration d'être très souvent BE, de ne pas réussir à extraire de la valeur des marchés, de ne pas réussir à appliquer correctement vos setups, etc. Si vous êtes émotionnellement instable, bon bah, des mots jusqu'à que le problème soit résolu. Ça peut être également une pause obligatoire d'une semaine après une grosse perte. C'est des questions qu'il faut se poser. C'est quand vous prenez une grosse tôle, qu'est-ce que vous faites après, quoi? Il faut déjà avoir préparé en amont le plan d'action de s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? S'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est toujours très facile de se voir gagner, d'être régulier et de voir son compte qui grimpe assez rapidement. Mais le jour où ça va arriver, le jour où vous allez avoir justement une grosse tôle, ou tout simplement que vous allez avoir une période de down, donc une semaine, 2 semaines, 1 mois, où ça va plus fonctionner, où vous allez plus être dans le mood, où vous allez plus être... Qu'est-ce que vous faites, quoi? Ne pas avoir l'importance qu'il faut comprendre avec tout ça. Pourquoi je parle de psychomanagement et de stratégie, de pare-feu, etc. C'est que ça va vous permettre à froid d'avoir une liste de choses à faire et d'actions à entreprendre en fonction de ce qui peut se passer. Donc vous serez préparé à toute éventualité, entre guillemets. Tout ça, il faut y réfléchir, il faut se mettre des règles, il faut les respecter. C'est toujours la même histoire, avoir la discipline de respecter ces règles, parce que au moment où vous n'êtes pas discipliné, tout ce qu'on voit là ne sert plus à rien. La méthodologie vole en éclats, parce que si vous n'êtes pas discipliné au niveau de votre money management, vos setups n'auront plus la même expected value. Votre psychologie, si vous respectez pas ce que vous avez là, globalement, vous ne serez pas discipliné à cet endroit-là. Il y a des fortes probabilités que ces setups-là, ils servent à rien puisque vous allez rentrer de manière aléatoire sur les marchés, etc., etc. Si vous respectez pas vos règles, si vous respectez pas vos règles d'or, par exemple, à quel moment, sur le long terme, vous allez respecter vos règles, qu'elles soient de vos stratégies, de votre money management ou votre psychomanagement, etc., etc. La discipline englobe tout ça. Donc oui, l'important en trading, après quand je dis ça, ça veut pas dire que je suis parfait et que je fais tout de manière parfaite, mais en tout cas, j'essaye d'être préparé à toute éventualité. Ce qui permet de manière générale d'avoir un certain confort en termes de psychologie. Ne serait-ce que par exemple savoir à l'avance combien vous allez perdre sur une semaine. Ok, cette semaine, mon compte est à temps. J'ai gagné, par exemple, $1000 sur la semaine passée. Je ne souhaite pas perdre plus que ce que j'ai gagné sur la semaine passée. Donc, je sais que globalement, je peux m'autoriser à perdre ce que j'ai gagné sur la première semaine du mois de février, par exemple. Et globalement, ça, psychologiquement, ça vous apporte de la sérénité et ça vous prépare déjà à vous mettre dans des conditions où potentiellement cette éventualité-là, elle est possible. Donc, si elle arrive, ok, c'est ce que j'avais prévu, entre guillemets, j'avais pas prévu de perdre, cet argent-là, mais en tout cas, j'avais prévu de perdre potentiellement ce temps. C'était une éventualité, et donc, psychologiquement, l'acceptation va arriver plus vite. Donc, pour conclure, le travail qu'il faut faire avec sa méthodologie, c'est probablement le travail le plus important qu'il y a à faire en amont. Ça va vous poser un cadre pour votre esprit et
de manière générale pour vos résultats va être immensément important, euh, puisque ce cadre-là va vous permettre d'avoir la confiance, d'avoir des faits, de la matière sur laquelle vous reposez, et ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller surtout. Quand vous avez tout ça et que vous avez fixé de manière détaillée, il y a des choses qui n'ont pas besoin particulièrement d'être plus détaillées. Pour les management, par exemple, c'est quelque chose qui est rapidement fait pour un setup, bien évidemment, une stratégie en particulier. Mais par contre, il est vrai que stratégie, c'est quelque chose qui doit être quand même relativement développé et psychomanagement relativement développé également. Mais je sais que la plupart vont énormément développer les stratégies, mais pas trop le money management. Mais bref. Parce que typiquement ici, j'ai mis des conditions relativement faibles hein, comme stratégie d'intervention ici. Mais globalement, il faut que tout soit clair, tout soit bien documenté, histoire que vous puissiez vous construire en fait ça va être votre bateau, quoi. Ça va être sur laquelle plus votre bateau va être bien construit, plus il va être solide, et plus il va être solide, plus il va être à même d'affronter les vagues permanentes de l'océan qui est l'activité de trader en compte propre. Et donc c'est très important en fait, de ne pas négliger tout ce travail-là. Ça doit être à votre image, ça va être fait en fonction de vous, que vous posez pour réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux. Vous devez travailler des setups qui vous plaisent, que vous comprenez, travailler des horaires de marché qui vous conviennent et pas trader les horaires de marché d'un tel parce qu'il a de super bons résultats. On s'en fout de ce que font les autres, c'est complètement anecdotique. On s'en fout de combien fait ou combien perd telle et telle personne. L'important, c'est uniquement vous, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et encore une fois, ça c'est qu'une base de travail. Vous pouvez bien évidemment rajouter des choses, éventuellement en enlever, mais bon, j'ai été relativement simpliste dans cette description de la méthodologie. Et bien évidemment, voilà, c'est à vous de prendre les décisions qui vous conviennent. Encore une fois, c'est le plus important, c'est vraiment de créer quelque chose à votre image. N'oubliez jamais, le trading c'est quelque chose de très personnel, dans laquelle vous avez la chance d'être libre de fixer vos propres règles. Donc, n'hésitez pas à vous adapter à vous-même. Également, il y a une chose qui est importante, c'est les setups qui sont pris dans les stratégies. J'en vois beaucoup qui me demandent mes setups ou qui sont sur les commentaires YouTube, pas de ma vidéo, mais qui demandent en fait des setups sous les vidéos de certains traders, etc. Je comprends qu'il y a une recherche et une demande à ce niveau-là, parce que quand on est débutant, ça peut être confus, difficile de trouver des setups. On peut potentiellement chercher des exemples pour pouvoir s'inspirer. Et je pense que c'est en fait le plus important, c'est n'allez pas chercher à tout prix les setups des autres. Cherchez vos propres setups, allez chercher votre edge. C'est aussi ça qui est intéressant dans ce métier, qui en tout cas pour moi je trouve passionnant, c'est d'avoir la capacité de trouver des configurations de marché, des patterns qui sont propices à une expected value positive. Je dis ça et j'insiste dessus, pourquoi ? Parce que si vous êtes toujours dépendant des autres pour trouver des setups, vous réussirez jamais dans ce métier, pour la simple et bonne raison que les setups ça s'épuise, ça évolue, ça change, ça doit s'adapter aux conditions de marché, à la macroéconomie, à la microstructure.
Et au final, si vous êtes toujours dépendant des autres, pour trouver votre gagne-pain, ça va être très compliqué pour vous de survivre dans ce métier-là. Il faut avoir en fait développé le plus tôt possible cette capacité-là à trouver vos propres setups. Et de surcroît, ça va être relativement important, puisque, pour vous donner un exemple, pour le Nasdaq qui est très concret, il y a une crise de la liquidité sur cet actif depuis maintenant plusieurs années. Quand on voit qu'on a sur certains niveaux 5, 6, encore ça a été, la liquidité a augmenté depuis le début d'année. Mais quand on voit qu'on a 4, 5, 6, 7, 10, allez, parfois 15 grands maximum lots par tick, par niveau, ça soulève plusieurs questions. Parce que par exemple, imaginons que j'ai un setup qui fonctionne à merveille et que je le partage sur YouTube. Imaginons en anglais, parce qu'en français, il y a quand même un marché qui est un peu plus fermé, un peu plus... j'arrive pas à trouver le mot, mais bref. Je diffuse en anglais. Il y a 10 000 personnes qui voient cette vidéo. Sur les 10 000 personnes, il y a 1%, ce qui est très peu, 1% des personnes qui vont l'appliquer au quotidien. Moi, quand je me fais exécuter justement parce qu'il n'y a personne d'autre. En tout cas, ici, bien évidemment, il y a d'autres personnes pour être exécutées, mais imaginons que j'ai mon setup. Moi, je me fais exécuter. Je sais qu'à cet endroit-là, il faut rentrer. Et s'il y a 1% de ces 10 000 personnes qui vont appliquer également le même setup que moi, la même stratégie, et qui du coup vont se retrouver à vouloir être exécutés au même endroit que moi, vous comprenez que c'est très vite problématique, puisque là où moi je vais être exécuté, on va parler de zone plutôt, il va y avoir à peu près 30, 40 contrats, sauf que si on est 100 connards à vouloir être exécuté à un endroit, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc s'il n'y en a pas pour tout le monde, moi ça va être une grosse problématique parce que mon setup va devenir caduque, je vais me faire front-run par d'autres personnes, par d'autres traders, et du coup je vais avoir plus de mal à trouver mon exécution et donc ma liquidité. Donc j'en reviens à cette histoire de trouver ses propres setups, c'est important puisque ça va être un peu votre gagne-pain et ils vont être indispensables pour opérer sur les marchés de manière EV+, à partir du moment où tout le monde n'a pas l'information. À partir du moment où tout le monde a l'information, le setup ne marche plus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc vous allez devoir aussi protéger vos setups et être à même de trouver des configurations de marché où justement peu de retail sont présents, quoi. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Si vous avez des questions, je vais peut-être faire un rajout plus tard si j'oublie des choses, etc. Je vous l'ai dit, j'ai pas préparé grand chose. Je vous explique un peu comment moi j'ai fonctionné pour établir ma méthodologie. Mais si vous avez des questions à la suite de ce que je viens de vous expliquer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai dans la journée ou le lendemain sans problème. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Je suis désolé s'il y a des longueurs, si je me répète, ou si j'ai du mal à trouver mes mots, mais c'est très très particulier de faire une vidéo comme ça explicative sans avoir de ligne conductrice, de fil conducteur plutôt, je crois que c'est plutôt ça l'expression. Donc c'est très très particulier, assez perturbant, parce que j'ai pas de script, donc je vous fais tout ça un peu, je vous balance un peu toute l'information comme ça à la volée. Donc je m'excuse par avance des potentielles longueurs et je vous dis à bientôt. Je vais potentiellement du coup faire une vidéo dans la semaine ou la semaine suivante de comment est-ce qu'on trouve des setups, avec des setups exemples bien évidemment, mais ce ne sera pas des setups qui seront hyper efficients. L'important en fait c'est de vous donner aux débutants qui vont tomber sur ces vidéos là, parce que c'est la majeure partie c'est pour les débutants. Quand je dis débutants, c'est des personnes qui traînent depuis moins de 2 ans. En tout
cas qui n'ont pas une vraie régularité derrière, de vrais résultats depuis plusieurs années. Du coup de donner de l'autonomie à ces personnes-là pour du coup pouvoir tout simplement leur permettre en fait de ne pas être dépendant de personnes sur YouTube ou sur Discord ou forum, etc. et de pouvoir en fait tout simplement être des traders indépendants, autonomes et rentables. Et donc j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à me les poser. A plus.